voudrais revenir sur le sens de cet état d'urgence. Je partage évidemment ce qu'ont dit mes prédécesseurs. Hein. Je ferai des petites remarques sur le précises, mais sinon, voilà. L'opération constitutionnalisation, c'est une véritable opération politique qui va peut-être d'ailleurs échouer, à vrai dire. Parce qu'il faut voir pourquoi cette opération. Ni l'état d'urgence, ni la déchéance de nationalité, qui est vraiment quelque chose d'innommable, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, nécessite d'être constitutionnalisé. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette affaire? Je crois qu'il faut voir dans le discours, dans les paroles, tant du président de la République que du Premier ministre, une volonté de frapper fort pour, au fond, par une interprétation sans doute depuis janvier dernier, de la possibilité pour l'exécutif au pouvoir en grande difficulté de se manifester comme, enfin, d'apparaître comme les garants de l'Union nationale et se redorer un peu le blason. Alors, donc, évidemment, avec danger énorme qu'on va payer, qu'on paye déjà et qu'on va payer. Frapper fort contre le terrorisme. Alors, l'interprétation, c'est que la réaction de nos concitoyens ont été une grande sursaut d'union, de rassemblement. Et d'ailleurs, au moment de Charlie, il s'est fait lui-même, le président de la République, l'organisateur de ce rassemblement par-dessus les clivages, au-delà des clivages, y compris à l'échelon international. Donc, rassemblement populaire dont il a été initiateur. Au mois de novembre, il ne pouvait pas faire la même chose. Et en plus, il fallait quand même que les questions sur l'inefficacité des dispositifs mis en place par des dizaines de lois, je ne sais plus combien, 8 je crois, antiterroristes depuis une dizaine d'années, pourquoi il y a si peu d'efficacité, puisque après avoir eu les attentats de janvier, on avait les attentats dont la charge émotionnelle était encore plus grande, donc il ne pouvait pas faire la même chose, il fallait frapper fort et il fallait dire voilà, il faut que au moins le Parlement se rassemble, et du coup, évidemment, c'était un piège pour la droite, et comment pouvait-elle se rassembler? Par un congrès du Parlement. Et pour qu'il y ait congrès du Parlement, il fallait trouver quoi faire, une réforme de la Constitution. Donc, opération totalement opportuniste, évidemment, modifier la Constitution sur le coup d'un événement aussi dramatique et une si forte émotion pouvait peut-être passer. Force est de constater que quand même ça n'a pas fait tellement, compte tenu du vote à l'Assemblée nationale, on peut guère espérer avoir la majorité au Congrès, et puis parce que la droite qui se préoccupe elle de regagner le pouvoir n'a aucun intérêt à le conforter dans un président d'Union nationale, le garant de l'Union nationale. Mais pour ce faire, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on est en guerre. Alors, en guerre contre qui? C'est exactement c'est une bouchisation du discours, quoi. Hein. C'est-à-dire, la France est en guerre, et donc elle est victime d'attentats les plus meurtriers qu'ils soient. C'est vrai que cet attentat était terrifiant, mais quand même, dire que la France était, que l'attaque était destinée, était contre, en quelque sorte, le génie français qui faisait notre
l'union qui faisait Union nationale, hein, quel génie français, est-ce que c'était celui de la Révolution 1789, de la France éternelle, vous voyez, donc en guerre contre qui? L'État islamique, les musulmans, bon, l'ambiguïté de cette déclaration est quand même catastrophique, et elle a quand même pour résultat d'avoir fortement ébranlé le pays en matière de racisme, anti-musulman, etc. Hein. Il faut bien voir les dégâts collatéraux, en quelque sorte, de cette opération, qui va déboucher probablement sur, je pense, hein, une incapacité à avoir la majorité requise au Congrès, et sauf à considérer que la seule satisfaction qu'il peut en avoir, c'est que la droite va ne pas voter alors qu'elle est pour l'état d'urgence et pour la déchéance de nationalité. Est-ce que c'est une satisfaction suffisante pour le président de la République, pour assurer la suite de François Hollande? Je ne le crois pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il en reste aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Quels sont les résultats de l'état d'urgence, puisque mes prédécesseurs ont dit dans quoi ça consistait? Ben, quand même, j'ai lu qu'il y avait eu 3397 perquisitions, dont 5 avaient débouché sur des procédures liées au terrorisme, 5 seulement, que sur les assignations à résidence, il y en a un certain nombre qui ont déjà été abrogées parce que injustifiées. Il en reste 274 qui sont toujours en cours, et il semble que seule une centaine seraient maintenues, avec 274 qui sont toujours en cours après l'état d'urgence 2. Là, on va rentrer dans l'état d'urgence 3, très bientôt, là, jusqu'au mois de mai, et seule une centaine pourrait être maintenue parce que, pour les autres, elles n'ont pas débouché sur des liens avec le terrorisme, donc elles seraient annulées. Vous voyez? Donc là, on voit déjà que ce qui était requis pour l'état d'urgence et ce que ça implique n'a pas d'efficacité particulière. Bon, on l'a dit, les attentats, est-ce que vraiment... voilà. Il faut dire aussi que souvent les mesures dites d'urgence ou antiterroristes sont utilisées pour différentes autres choses. Puisque moi j'ai souvenir de l'affaire Tarnac, je ne sais pas si vous vous souvenez, où à l'époque, Alliot-Marie a utilisé l'antiterrorisme pour inculper, soit inculper finalement Julien Coupat, qui visiblement, enfin, bon, il n'y avait aucune raison de penser qu'il avait commis, certainement pas, mais qu'il s'apprêtait à commettre des actes terroristes. Tout récemment, l'état d'urgence a permis d'assigner à résidence des manifestants au moment de la COP21 qui, eux aussi, n'avaient pas ni commis ni présumé commettre des actes terroristes, dans le cadre d'une guerre que nous menons, qu'on nous mène, c'est pas très bien. Enfin, c'est sûr que la France est en guerre en Syrie, mais nous, on mène une guerre en France, donc voilà. Donc, tout ça, évidemment, est très, très dangereux. Moi, je crois que ce qui est évidemment le plus grave, c'est que, constitution ou pas, effectivement, comme l'ont dit mes prédécesseurs, on va dans un état d'urgence, entre guillemets, permanent, c'est-à-dire un abaissement du pouvoir judiciaire permanent, avec la nouvelle loi sur la procédure pénale, qui, là, carrément, met en avant le préfet, le procureur, mais jamais le juge judiciaire. Donc ce qui est prévu dans cette nouvelle loi de procédure pénale, on s'aperçoit que le juge judiciaire disparaît pratiquement des procédures. Et quand on sait que le nouveau ministre, le nouveau garde des Sceaux, s'était prononcé, il fut un temps, je ne sais pas quand, récemment peut-être, pour dire qu'il
il était souhaitable que les officiers de police judiciaire ne soient plus sous l'autorité du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur. Là, vous voyez, on est quand même dans une espèce de nouveau monstre législatif. Je ne sais pas s'il va aller jusque-là, s'il pourra le faire, mais il faut quand même. C'est quand même très grave parce que c'est presque inimaginable, si vous voulez, que les officiers de police judiciaire soient sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Et pourtant, ce serait plus logique. Bah oui, si finalement le juge judiciaire n'est plus du tout opérationnel pour décider de tout un tas de procédures, bah, autant que ce soit le même verticalement, que tout vienne du ministère de l'Intérieur et que donc les officiers de police judiciaire ne rendent des comptes au ministre de l'Intérieur. Ça a une certaine logique. En fait, c'est un bouleversement considérable de notre droit. Donc, effectivement, l'état de droit, comme dit Serge, où est-il? Puisque l'état de droit, c'est quand les droits des citoyens, les droits individuels et collectifs sont respectés. Le droit, on peut lui faire dire et faire n'importe quoi, puisque si on vote des lois qui ne garantissent plus ces droits individuels et collectifs, donc droit individuel d'aller et de venir, droit collectif de se rassembler, de se réunir, de manifester, bah, oui, c'est peut-être prévu par la loi, mais ce n'est plus un état de loi. Les lois de Vichy ne garantissaient pas les droits des citoyens, mais c'était des lois quand même, des décrets-lois. Enfin bon. Donc c'est quand même vraiment très très grave, et on peut se demander si tout ça va passer allègrement. Il faut résister, c'est sûr, mais il faut résister davantage. Il faut que les rassemblements, disons, des personnes qui sont attachées aux droits des personnes, et aussi les catégories populaires, les salariés. Moi, j'ai été heureusement surprise quand, effectivement, j'ai vu que le syndicat CGT était au premier plan pour contester l'état d'urgence. Parce qu'il faut quand même que ce rassemblement se fasse. Hein, ça ne peut pas rester une affaire d'intellectuels ou de défenseurs attitrés, entre guillemets, des droits de l'homme. Je voudrais insister sur un troisième petit point, c'est que dans tout ça, quand même, entre guerre, vocabulaire guerrier, guerre dans laquelle la France est engagée en guerre dans beaucoup d'endroits, hein, en Irak, en Syrie, en Libye, au Mali, voilà. Tous ces dispositifs sécuritaires laissent quand même un point aveugle, c'est qu'ils sont un véritable camouflage des désordres réels du monde, et qui touchent particulièrement beaucoup de pays, hein, l'Asie, l'Afrique, et encore plus du Moyen-Orient, dans laquelle donc notre pays est engagé, non seulement en guerre, mais quand même le deuxième vendeur d'armes du monde. Donc un camouflage laissant croire qu'au fond on mènerait cette guerre au plan intérieur par une illusion de sécurité pour les citoyens. Et sans que pour autant les dérèglements donc, du monde ne se résolvent un tant soit peu. Hein, avec cette logique de guerre, ils ne peuvent pas se résoudre. C'est la même chose finalement, en fait. Le miroir de ça, c'est effectivement quand Valls dit voilà, toute explication est une excuse. C'est-à-dire on se voile la face sur les raisons qui peuvent faire qu'aujourd'hui, en France et dans d'autres pays d'ailleurs, mais en France en particulier, vieux pays colonialiste, comment se fait-il que, effectivement, des jeunes
européens donc, en viennent à partir en Syrie ou au djihad pour s'enrôler comme s'enrôler à l'État islamique et venir commettre des attentats. Tout ça fait partie je crois, malheureusement, d'un terrible enfumage des raisons de ces désordres, des raisons de ce qui se passe, de ces attentats qui ne touchent pas que la France, parce que là aussi, dire la France, si on s'attaque au génie français, sous-entendu Charlie, la liberté d'expression, Paris, la ville d'eux, etc. Oui, mais enfin, il y a quand même des attentats dans beaucoup d'endroits qui sont très meurtriers, dont on a l'air de considérer qu'ils n'ont pas beaucoup d'importance. Donc voilà, moi je crois qu'il y a cette dimension est importante. Je crois que là aussi, il y a quand même beaucoup de choses à faire et à dire pour que notre pays joue un rôle plutôt dans le sens de la paix, dans le sens de solutions politiques à ce qui se passe au Moyen-Orient, plutôt que de considérer que nous menons une guerre à l'extérieur. Ça c'est évident, on y est engagé avec nos armes, et à l'intérieur contre un ennemi qui au fond serait venu de nulle part, seraient des bandes de voyous venus de nulle part. Je crois que c'est important qu'on ait cette réflexion, et là aussi je crois qu'il y a beaucoup de force quand même dans ce pays qui devraient pouvoir se rassembler pour faire barrage à ces dérives successives qui vont nous amener à des catastrophes assurées.